Alors, je propose de terminer sur, puisqu'on a parlé de l'entreprise, de l'évolution aussi du travail, avec aujourd'hui des possibles scénarios qui sont assez parallèles, si ce n'est qui s'opposent, parce qu'aujourd'hui, finalement, on pourrait revendiquer un droit de l'humain au travail à l'ère du digital, avec toujours ce fantasme que les machines pourraient nous remplacer. Il nous faudrait alors préserver nos spécificités, possiblement la créativité, d'où cet intérêt porté justement aux designers, aux artistes. Puis d'un autre côté, finalement, une idée, une utopie qui fait son chemin, qui est celle du revenu universel, puisque les machines pourraient, pour tout ce qui est finalement de l'ordre du travail, le terme robot vient de cette idée justement d'un robotat, de tâches à accomplir. Qu'en est-il du devenir du travail avec toutes ces possibilités qu'offre le digital et où finalement, aujourd'hui, malgré tout, c'est une valeur plus rare encore avec le Covid? C'était notre premier projet collectif qui s'appelle Work Plus, qui était alors purement bricolé, mais dans lequel on a commencé là encore par rassembler des fragments, etc. Ce qui m'apparaît assez fort, en fait, c'est que... ce qui nous apparaît assez fort, d'abord dans un premier temps, c'est que la focalisation, les changements du travail, c'est l'IA, et l'IA automatise les emplois, et donc la question c'est de savoir si c'est 10% ou 70%. C'est quand même une des questions les plus basiques et bêta qui soit. Ça suppose qu'on sait ce que c'est que le travail, ça suppose qu'on sait le découper en tâches, ce qui est vrai parce que c'est l'agenda des entreprises, pas parce que c'est un truc incontestable. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui ont travaillé là-dessus qui ont dit mais le problème de l'IA, c'est pas... c'est pas l'IA, c'est pas parce que la technologie est neutre. Hein, la technologie est, comme on dit, ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. C'est que, telle qu'elle se déploie, son agenda vient de l'agenda des organisations. Et les organisations d'aujourd'hui, ce qui les emmerde, c'est les contrats de travail. Ce n'est pas les personnes, c'est les contrats de travail. C'est-à-dire le fait d'être attaché à des personnes, de devoir se préoccuper un petit peu, même un petit peu, de leur devenir. Si c'était pas ça, si c'était je peux les rentrer et les sortir, ce qu'ils essaient de faire, ce qu'on fait sur les plateformes, etc., aucun problème avec les personnes, la seule question c'est de comparer leurs coûts. C'est un peu moins cher de faire travailler quelqu'un que de faire travailler une machine, on va faire, etc. Mais dans tout ça, le chemin commence par le fait de normaliser le travail, de le rendre quantifiable, et une fois que vous l'avez rendu quantifiable, vous vous dites « Oh, tiens, il pourrait être remplacé par des machines ». Si vous l'avez défini autrement, cette question cesse de se poser et l'agenda, la manière d'utiliser les technologies peut considérablement changer. Mais aujourd'hui, si vous regardez les usages de l'IA, dominants, en tout cas en termes de marché, il y en a quand même deux, dont l'utilité sociale est extraordinairement faible à mon avis. La première, c'est le ciblage publicitaire, et le deuxième, c'est l'automatisation des trucs qu'on fait déjà. Il y a très peu de travaux dans lesquels on invente des choses nouvelles. Il y a des travaux d'artistes, hein, Chatonsky, etc., bien sûr, dans lesquels il y a justement cette exploration-là de qu'est-ce que serait que le monde intérieur d'une IA qui elle-même est fabriquée par nous et donc qui est forcément reliée au nôtre. Ça pourrait être intéressant. Mais sinon, pour le reste, peut-être que l'IA que l'état actuel de l'IA est une sorte de rupture technologique à un moment, mais en termes de conception du management, c'est un agenda qui a 40 ou 50 ans, qui vise petit à petit à se débarrasser des contrats de travail à durée indéterminée, ou ce qui en tient lieu à d'autres endroits de toute forme de rigidité liée au fait qu'il y a des humains et que c'est pas idiot éventuellement de réfléchir ensemble à l'histoire que l'organisation a avec eux. Si on n'a pas envie de travailler sur cette histoire, en effet, toute une série de choses changent et arrive la version la moins féconde du revenu universel, qui est, puisque plus personne ne veut s'occuper des gens, il n'y a qu'à leur donner de l'argent et qu'ils s'en débrouillent quelque part. Et pourquoi pas, hein, mais à ce moment-là, il faut changer il faut réfléchir à plein d'autres choses. C'est-à-dire, s'il n'y a plus matière à avoir un projet avec un machin collectif qui s'appelle par exemple une entreprise,
parce que finalement, tout ce qu'elle veut, c'est transformer votre travail en un ensemble de machins mesurables et sur chacun de ces machins mesurables, se demander quelle est la solution. Est-ce que c'est mieux une machine? Est-ce que c'est mieux un humain dans une ferme de serveurs ou d'une ferme à clics au Bangladesh ou un docteur en sociologie à Paris? Et bon, voilà, si vous êtes là-dessus, bon, il n'y a pas grand-chose à sauver de ça. Donc effectivement, vous allez juste occuper les gens avec un revenu universel pour que quand même au moins ils puissent consommer des trucs. Ou bien qu'éventuellement ils fassent leur vie ailleurs. Mais c'est un futur bizarre. Il y a des fictions qui travaillent là-dessus, ou des semi-fictions qui travaillent là-dessus, mais c'est quand même un futur bizarre dans lequel, dans la meilleure des situations, on est les rentiers, on n'a plus rien à foutre. Mais les machines, qui contrairement aux humains, n'ont pas forcément le même type d'affect, il n'y a que les humains qui exterminent tout autour d'eux. Donc l'hypothèse qu'une machine devenue intelligente décide de nous exterminer veut dire qu'on n'a rien compris aux machines, c'est un truc d'humain. Éventuellement, elle peut soit ne pas se préoccuper de nous, c'est-à-dire faire son chemin, si on est sur le chemin, elle va écrabouiller, c'est ce qu'on trouve dans Accélérando, par exemple, de Charles Stross, ou alors, comme dans le cycle de la culture ou d'autres choses, dire bon, ils sont plutôt marrants, sympas, de toute façon on leur doit quand même quelque chose, on existe grâce à eux, ils coûtent pas cher, et puis effectivement certains d'entre eux peuvent être un peu créatifs, tout ça. Ou bien on essaye de faire en sorte que ces technologies, ce qui quand même est ce qu'on a trouvé dans l'histoire du numérique, c'est-à-dire dans l'histoire du numérique, justement, dans mon schéma, l'IA aujourd'hui est assimilée, y compris parce qu'elle coûte cher, évidemment, à entraîner, à utiliser, elle est assimilée aux deux blocs du haut, c'est-à-dire la raison et la connaissance, et pas au bloc du bas, notamment les pratiques sociales, etc. Il n'y a pas d'IA personnelle. Enfin, il y a des IA personnelles, mais qui sont en fait les IA créées par machin, qui vont faire tourner les scénarios qu'on a jugés bons pour moi. L'histoire du numérique, c'est celle de cette tension entre l'ordre et le désordre, entre des choses que les producteurs des systèmes, des machines, projetaient pour les gens ou les organisations, et les choses que les gens et les organisations ont fait malgré eux, à côté d'eux, contre eux, et avec cet aller-retour dans lequel ensuite des entrepreneurs intelligents ont compris ce qui était en train de se passer autour, par exemple, de la communication horizontale, et on dit tiens, on va en faire en fait un produit, jusqu'au moment où ils ont exagéré. Bon, mais ça, c'est une boucle qui est problématique. On voit bien à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus problématiques, mais qui en même temps sa forme de fécondité, et qui en tout cas invente, essaye et donne, avant de la reprendre, mais donne des formes de place quand même aux individus et aux collectifs pour inventer des formes de pratiques. Alors il faut le défendre tout le temps, et la tentation aujourd'hui de refermer à la fois par les règles publiques, par la puissance extrême des plateformes actuelles est très grande, mais ça a eu une très grande fécondité sociale. Ça a ouvert des choses, et je pense quand même qu'il faut peut-être pas qu'on oublie non plus ce que ça représente en termes de capacité, d'action, de mouvement, etc., pour celles et ceux qui, y compris dans notre pays, en avaient pas été exclus de réseaux de communication, d'accès à de l'information, de capacité de s'organiser, ou largement exclus de ça. Et c'est encore plus vrai dans d'autres pays. Donc ça existe, ça, toujours, et dans l'espèce de paradigme actuel de l'IA, du big data, etc., on n'est pas là-dedans. Alors moi, je pense que c'est fondamentalement une immaturité, mais si on le construit sous cette forme-là, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, on aura une vague technologique qui n'a aucune fécondité sociale, qui fait que reproduire les trucs que les organisations se disent, qui sont d'une pauvreté insigne. Donc moi, aujourd'hui, l'IA, si elle m'inquiète, c'est par la pauvreté de ce qu'on imagine avec elle. Alors, sans imaginaire, sans possible devenir, on s'assèche. Si on termine cet entretien systématiquement avec une dernière question qu'on qualifie de secrète, mais elle n'est pas si secrète, où là, vous pouvez vous adresser à
à notre public. On sait qu'il y a des jeunes, moins jeunes, assez équilibrés en termes de genre, des gens qui travaillent ou qui veulent changer. Si vous nous avez donné quantité de points de vue, merci beaucoup. Si vous aviez un dernier message, ou peut-être même un conseil, qui sait, à donner à celles et ceux qui nous regardent, qui s'intéressent de près ou de loin aux questions du numérique, a priori, vu le titre du MOOC, qui envisagent chacun leur propre futur, peut-être pour l'imaginer ou les imaginer autrement, ou que sais-je, qu'est-ce que vous voudriez donner comme dernier message, ou peut-être même comme conseil à celles et ceux qui nous regardent pour terminer, pour conclure cet entretien? Je peux peut-être dire deux choses. La première, c'est une chose que je dis à mes étudiants et étudiantes de Sciences Po dans un cours qui s'appelle l'innovateur ignorant, comme le maître ignorant, et où je leur dis débarrassez-vous d'abord de l'idée que la technologie sert à résoudre des problèmes. C'est incroyablement libérateur de se débarrasser de ça, de cette espèce de truc. Il faut que je pense à un problème et puis je vais avoir un machin qui, grâce à la raison, va le résoudre, qui est vraiment, qui d'abord est historiquement faux à nouveau, majoritairement faux d'un point de vue historique, et appauvrissant. Et donc, en lien avec ça, une fois qu'on s'est débarrassé de ce type de choses, cette obligation à la fonction, quelque part, racontez-vous des histoires. Ce que je pourrais dire aux gens, c'est ça, c'est quelque part, quand vous rêvez trop grand pour vous, trop posé pour vous, on va vous dire, vous racontez des histoires, et il faut dire, eh oui, justement. Mais par contre, tiens, je vais continuer à retourner un petit peu les slogans de gens proches de l'université de la singularité. L'un des personnages les plus fascinants s'appelle Stuart Brandt. C'est plutôt une icône des contre-cultures américaines au début des années 70. Puis aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'icône de la big tech résolvant tous les problèmes du monde. Mais il a ce slogan, parce que c'est un mec intelligent et complexe, il a ce slogan qui est dit, je vais le traduire en français, mais on est aussi puissant que des dieux, mais il faudrait quand même qu'on essaye de devenir des dieux compétents. We are as gods, so we'd better get good at it. Et on pourrait dire, voilà, racontez-vous des histoires, mais commencez à vous raconter des bonnes histoires. Et ça, c'est quelque part, c'est une compétence que vous avez perdue pour la plupart depuis que vous êtes gamin, qu'il faut retrouver. En se confrontant aux histoires, aux imaginaires d'autres, notamment d'artistes un peu exigeants, au sens qu'ils vont vraiment vous projeter dans quelque chose, dans un acte créatif fort. Et pourquoi pas, en vous y mettant vous, c'est quelque part les contextes qu'on essaie de créer, c'est-à-dire en vous mettant en capacité d'effectivement raconter des histoires, en produire, en prolonger, etc. En faisant ça, je pense que vous reconnecterez à la fois un intérêt professionnel et un sens, et qu'il ne faut plus jamais perdre ça, et que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Eh bien, Daniel Kaplan, un grand merci à vous. Merci.